Bon, faut-il encore se lancer sur Instagram en 2025 ? Je sais à quel point c'est dur, hein. Quand t'as pas de croissance, que t'as 5 likes et c'est toute ta famille, que t'as personne qui voit tes posts, c'est compliqué. Et pourtant, si tu me laisses tes 10 prochaines minutes, je te promets qu'à la fin tu sauras à qui t'as envie de parler, quelle est ton audience, pourquoi t'as envie de poster sur Instagram et pourquoi, selon moi, c'est encore le meilleur moment en 2025 de se lancer en tant que créateur sur la plateforme. Bon, maintenant tu te dis, mais pourquoi écouter ce mec ? Et c'est logique. Je travaille avec Meta depuis 5 ans, je suis speaker et j'interviens très souvent chez eux. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en train de faire une présentation sur les dernières nouveautés IA. J'ai 120 000 personnes qui me suivent sur les réseaux et ce que je vais te dire, je l'applique vraiment tous les jours dans mon métier. D'ailleurs, je bosse avec un freelance. Il y a 1 an, il touchait à peine After Effects et aujourd'hui, il bosse avec un des plus gros youtubeurs de France. Donc tout ce qu'on va voir ici, c'est des conseils que je lui ai donnés et qu'il a appliqués tout au long de l'année. Il faut que tu imagines Instagram comme la plus grande galerie du monde. C'est-à-dire que dans une galerie, il y a des gens qui ont une grande pièce, c'est souvent les gros artistes les plus connus, mais à côté de ça, il y a toujours des petites pièces avec des artistes qui sont complètement méconnus. Et l'avantage d'exposer dans une galerie, c'est que même les petits artistes, ils ont une visibilité. Et tu dois te dire que Instagram, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a pas beaucoup de gens qui te regardent que ces gens-là ne vont pas aller dans ta pièce. Il y a vraiment cette histoire qui m'avait marqué d'un gars qui s'appelle Paul Bronson. C'est un mec qui aujourd'hui est hyper connu aux États-Unis, qui a fait plein de talk shows, tout ça. Mais à l'époque, il postait sur YouTube, je crois que c'était dans les années autour de 2011, tu vois. 2010-2011, au tout début. Personne regardait ses vidéos. Franchement, je crois qu'il avait, mais ça se trouve 300-400 vues, tu vois. Alors qu'en plus, il se cassait la tête. À l'époque, il disait il avait monté un setup, tout ça. Il faisait un truc un peu podcast comme aujourd'hui, mais sauf qu'à l'époque, le concept ne marchait pas du tout. Et le gars, il s'est fait contacter par Oprah. Oprah, c'est qui ? C'est une milliardaire aujourd'hui et elle faisait les plus gros talk shows de l'époque. Et je m'en souviens dans ce podcast, ça m'a vachement marqué parce qu'il s'est dit mais tu ne sais jamais qui te regarde. Jamais. Pourquoi tu veux grossir ? Moi à l'époque, je m'étais dit il faut absolument que j'ai 10 000 abonnés parce que 10 000 abonnés, au moins les marques elles te font confiance, elles se disent ok le gars il est solide. J'ai jamais eu besoin de plus par rapport à mon business. Honnêtement, hein, que j'ai 10 000 ou 100 000 abonnés, je pense que ça changerait rien aujourd'hui. J'aurais autant de demandes, autant de clients. Peut-être si j'avais 1 million, j'aurais des opportunités plus folles à l'international, mais en France, c'est largement suffisant. Là, aujourd'hui, je me suis relancé, je me suis dit, vas-y, il faut que j'ai envie de regrossir ma communauté. Ce qu'on a fait, tu vois, avec mon monteur, de l'aider vraiment à grandir et aujourd'hui à pouvoir lancer son activité de freelance, j'ai envie de le faire maintenant avec 1000 personnes. Et après, le but, ce serait même de pouvoir le faire avec 100 000 personnes. Donc, tu vois, moi, ma raison actuelle de grossir, c'est de pouvoir aider plus de personnes, de toucher plus de personnes. Donc forcément, là pour le coup, que j'ai 10 000, 100 000 ou 1 million, ça change énormément de choses. Donc toi, il faut que tu te poses la question, pourquoi j'ai envie de grossir ? Après, l'important du coup, c'est pourquoi on te suit. Il faut vraiment que tu te poses cette question. Quel pain point je résous chez la personne ? Qu'est-ce que c'est le pain point ? C'est le point de douleur, donc c'est-à-dire le problème que cette personne a. Quand tu parles à quelqu'un, il faut vraiment que tu te dises, ok, je résous quoi ? Tu peux parler de tes autres passions, tout ça, il n'y a aucun problème, mais il faut que tu gardes une ligne éditoriale qui est claire. Je te donne un exemple de contenu là récemment que j'ai fait que les gens ont adoré. C'était une vidéo fond vert où je disais filmer du contenu pro sans décor stylé, c'est galère. Bam, tu vois, ça c'est le point de douleur. Tu vas sur le point de douleur, tu dis ok, qu'est-ce que les gens ont du mal ? Moi j'ai souvent ce truc où je cherche 10 000 angles, tu vois, de caméra pour trouver à chaque fois un background stylé. Je me dis si moi j'ai ce problème, c'est que les débutants ils ont encore plus ce problème et c'est que même les gens avancés ils ont ce problème. Donc tout le monde a ce problème dans la vidéo. Pense vraiment quand tu crées du contenu, pense problème et ensuite tu te dis ok, c'est quoi la solution ? Et à la fin de la fin, tu dis je crée mon contenu. Pourquoi ça marche pas ? Pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est soit t'es pas encore assez bon, et ça, t'inquiète, je vais t'expliquer une technique justement de ce que tu peux faire quand t'es pas un expert dans le domaine. Soit t'es déjà bon,
Mais le problème, c'est que tu postes pas assez. Et tu vois, la dernière fois, j'ai un pote qui me dit, mais putain, j'ai pas assez de clients, j'arrive pas à attirer du monde. Je regarde son dernier post sur TikTok, ça datait de mai 2024. Depuis le début de l'année, t'as posté 5 fois. Tu peux pas te plaindre que ça marche pas, alors que tu laisses pas l'opportunité aux gens de te découvrir. Si tu te plains que ça marche pas, alors que tu te considères que t'es bon dans ce que tu fais, c'est clairement que tu ne postes pas assez et c'est que les gens ne voient pas ton travail. Donc il faut juste que tu postes plus. Donc poster plus, ça veut pas dire forcément poster que des bangers tous les jours. Non, sinon tu vas te cramer, c'est le burn-out assuré. Poster plus, ça peut être créer un thread le lundi, ensuite tu te fais une vidéo le mardi, le mercredi c'est un post carrousel. Et c'est ça mon problème au départ, c'est que je voulais tout le temps créer banger sur banger. Les gens ils se disent ok, je vais poster pendant 30 jours, c'est le burn-out assuré. Et de toute façon en général tu vois, ils tiennent rarement les 30 jours les gars. Et c'est logique parce que c'est trop compliqué. Donc c'est trop bien que tu dises ok, je crée tous les jours, c'est génial, mais crée des choses différentes à des levels différents. Vraiment, dis-toi, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Ça, c'est hyper important. L'important, justement, c'est pas que tu fasses des bangers tous les jours, parce que il faut que tu sois régulier. Si tu mets la barre trop haute, c'est simple, au bout d'un mois, tu auras déjà tout arrêté, quoi. C'est compliqué de se positionner parce qu'on te dit ouais, il faut que tu sois spécialisé, mais en même temps il faut que tu sois généraliste. C'est ce que j'ai dit à une pote là récemment. Elle me disait Thibaut, je retourne dans le 9 to 5, ça veut dire du 9h à 17h, la matrice, tout ça. Et je lui dis mais tu peux très bien avoir un job en salarié et en même temps créer à côté, il n'y a aucun problème. Je lui dis c'est juste à toi de te créer ce temps le soir ou les week-ends. Déjà si tu bosses sur un truc qui te plaît, ta passion, les week-ends, je crois que ça te fait à peu près 100 jours par an. C'est énorme. Tu peux vraiment faire plein de choses en 100 jours. Je lui ai dit, le problème, c'est que t'es pas spécialisé dans un skill. Au tout début, il faut vraiment que tu te spécialises que tu te niches vraiment et que tu te dises je suis spécialisé dans ça et je réponds à tel problème. Donc tu n'es pas juste par exemple monteur vidéo, tu es monteur spécialisé dans le motion design dans les vidéos YouTube. On a envie de te voir parce que t'es spécialisé là-dedans. Moi, un mec qui fait un peu tout, c'est comme dans un restaurant qui fait sushi, kebab. Franchement, un restaurant comme ça, tu sais que ça va être mauvais. Tu préfères avoir une petite carte et que finalement ça soit bon. Les gens ont peur de se nicher dès le départ. Ils se disent oh là là, si je me niche, c'est mort. Non, pas du tout. Au contraire, il faut te nicher et apprendre un skill. Et il faut que en 6 mois, 1 an, tu te butes à ça. Tu te dis ok, j'apprends à fond un maximum de choses. Comme une éponge, t'aspires un maximum de choses. Et c'est finalement à ce moment-là que tu vas pouvoir ouvrir ensuite ta niche et commencer à devenir un peu plus généraliste. Donc il faut que tu trouves vraiment un équilibre entre les deux, tu vois, une niche claire et voie unique. Ensuite, ça c'était vraiment fort. J'avais vu un exemple d'une diététicienne qui gagnait plus d'1 million d'euros par an en ayant 5800 abonnés. T'imagines? Pourquoi elle avait réussi? C'est parce qu'elle postait tous les jours. Pas un contenu de fou, genre juste elle postait. Donc régulièrement, c'était vraiment dédié à une typologie de personnes très particulière parce que c'était fait pour aider les diététiciens à faire leur contrat d'assurance aux États-Unis. Donc un truc très niché, mais qui était ultra utile pour ces personnes-là. Et l'avantage, c'est que comme elle postait souvent et elle répondait à un problème très précis, t'as tout le monde qui venait la voir, tout le monde de ce métier-là qui venait la voir et qui avait envie de bosser avec elle parce que elle répondait à un besoin qui était ultra complexe. Cette nana-là, elle gagne plus que certains mecs qui ont 1 million d'abonnés sur Instagram. Donc tu comprends la logique là maintenant de te dire ok, il vaut mieux avoir une petite communauté mais que derrière les gars ils sont à fond et qu'ils sont prêts à acheter ton produit et qu'ils sont vraiment derrière toi, plutôt que d'avoir une communauté énorme et que finalement il y a personne qui t'écoute et quand tu te dis voilà j'ai envie de lancer un truc, tout le monde s'en fout. Tu vois, j'ai dit du coup les vues ne font pas les ventes. Les problèmes bien résolus, oui. Ça aussi, c'est fou, il faut qu'on en parle, c'est que pour moi, on arrive à la mort des followers. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. Et dans 2-3 ans, il y aura des IA qui auront 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés. Le chiffre que tu auras vraiment sur ton compte
ne représentera quasiment plus rien. L'important, ça sera qui regarde ton contenu. Je le répète encore, hein, mais vraiment, ce qui va vraiment être important, c'est ta communauté, que tu aies une audience, tu vois, qui regarde ton contenu, mais qui est intéressée. Et c'est pour ça, en ce moment, que tu vois, tous les Américains, ils sont en train de faire des schools. Ils créent des communautés de créateurs ou de gens, même via abonnement, parce que ils se rendent compte que ce qui va vraiment valoir beaucoup d'argent pour les marques, c'est la communauté. Et par exemple, il y a Canon qui arrive et qui disent voilà, moi j'ai mon nouveau Canon je sais pas quoi qui vient de sortir. Écoute, moi je suis créateur de contenu, on a plus de 100 000 personnes qui font de la photo dans ma communauté, ça va se vendre comme du petit pain, tu vois. Et ça, les gens, ils ont encore du mal à le comprendre. Ils sont encore là à chasser les followers, alors qu'en vrai on s'en fout. On s'en fout. Je vais vous faire une transition sur un photographe que j'avais vu, et lui, ça m'avait vraiment touché parce qu'il avait dit, il avait quasiment 30 000 abonnés. Il avait juste posté une vidéo sur le Mont-Saint-Michel qui avait explosé, genre viralité de fou. Je sais plus, genre 20-30 millions de vues. Et tout d'un coup, son Insta avait pris une centaine de milliers de followers. Il disait, franchement, je suis déçu parce que ça a complètement bousillé mon algorithme. Les gens qui sont abonnés à l'époque pour sa vidéo du Mont-Saint-Michel, c'est peut-être des gens qui se sont abonnés à lui par rapport à du voyage ou juste parce que la vidéo était cool ou en drone, tu vois. Et finalement, le problème, c'est que ces gens-là, ils sont pas intéressés par son contenu de base et ils préfèrent du coup avoir des gens qui le suivent pour des bonnes raisons plutôt que des gens random. C'est la viralité, c'est juste bon pour la dopamine, c'est juste comme quand tu te prends un méga dessert cheat meal au McDo, à la fin t'as mal au bide, mais là c'est pareil, tu vois. C'est cool d'être viral, mais il faut que justement ça touche les bonnes personnes. Il y a ce que j'appelle des glitches de l'algorithme, et c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Je sais pas si t'as l'habitude de jouer, enfin moi j'avais l'habitude de jouer par exemple à World of Warcraft. Il y a toujours ce truc de parfois il y a des classes qui sont un peu plus cheatées que d'autres, tu vois. Et du coup en fait avec Instagram c'est à peu près pareil, c'est à dire qu'il y a des moments ils vont privilégier la photo, il y a des moments ils vont privilégier la vidéo, et d'un coup ils vont se dire ok, on va privilégier tel format. Et il privilégie quoi en ce moment? Le carrousel. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a dit mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement naze. Et en fait, si t'es attentif, tous les 6 mois, 1 an, il y a un peu une brèche comme ça. Alors est-ce que parfois ça peut être une trend, parfois ça peut être effectivement un nouveau format. Et si tu arrives à rentrer à ce moment-là, tu vas exploser beaucoup plus facilement. Et donc si tu arrives à voir un peu les trends à l'avance et voir le truc, à chaque fois tu peux te dire oh putain, il faut que je passe sur ce format-là, il faut que je switch. Et du coup, en ce moment, c'est les carousels. Donc si t'es attentif, tu peux justement repérer toutes ces brèches. Et en plus de ça, franchement, il y a plus d'excuses là avec l'IA qui arrive. T'as pas envie de montrer ton visage, hop, tu peux faire du deepfake. T'as pas envie de parler, tu peux cloner ta voix. Non, franchement, la dernière fois, par exemple, le micro marche pas. On a pris le son de la caméra qui est à 2 mètres. J'étais impressionné, le son était parfait. Tu peux tout aujourd'hui cheater avec l'IA. Enfin, c'est un truc de fou. Tu peux changer ton background comme on a vu avec la vidéo du fond vert. Honnêtement, les gars, vraiment plus d'excuses. Du coup, est-ce que ça vaut toujours le coup d'être sur Instagram? Bah oui, forcément. Parce que de 1, c'est gratuit. Pour des gens qui ont fait du business dans les années 90 ou 2000, mais cette opportunité d'avoir, de pouvoir être vu par des milliers, voire des millions de personnes, elle est juste incroyable et gratuitement. J'avais adoré, il y a un mec qui disait mais moi j'aurais donner des centaines de milliers d'euros pour avoir cet outil qui est Internet, tu vois, aujourd'hui, et d'avoir la possibilité d'avoir une vitrine mondiale, t'imagines? Et c'est ça qui est dommage, c'est que les gens, comme ils y ont accès de manière gratuite, tout le monde s'en fout, tout le monde se dit bon voilà, c'est un outil comme un autre. Non, c'est dire que même si t'habites au fin fond de la Creuse, les gens peuvent voir ce que tu fais. Et en plus de ça, tu peux l'utiliser de partout, ce qui est juste incroyable. Donc je sais que pour les jeunes ça paraît évident, mais vraiment profites-en quoi. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Oublie pas de t'abonner à la newsletter, c'est là où je rentre vraiment dans des exemples concrets. Il n'y a pas de théorie, des expériences personnelles que j'ai eues par exemple avec des clients ou des projets. Je peux rentrer un peu plus dans les détails des trucs que je peux pas dire ici. Et évidemment, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit like. Ciao.